nous voudrions présenter un peu ce qu'on a appelé le projet stratégique du GRIP, qui consistait à présenter la manière dont se situent les travaux des chercheurs qui sont associés au GRIP par rapport aux publications dans les revues scientifiques en français, en anglais, en espagnol, un peu dans le monde. Donc je vais essayer de présenter ça pas trop rapidement, enfin sans entrer dans tous les détails. Et j'ai à mes côtés Matthias Milja. Matthias Milja qui interviendra quand ce sera son tour en anglais, et Ariadna qui est le pilier du GRIP, puisque c'est elle qui en fait fait tourner la baraque, et qui nous permet de nous rencontrer dans de bonnes conditions, que je remercie vraiment beaucoup. Est-ce que vous pouvez mettre la présentation qui était sur l'écran tout à l'heure? Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée c'était donc de faire cette cartographie de la recherche globale. Voilà. Projet donc stratégique dont vous pourrez retrouver certains exemples, parce qu'on a fait des petites vidéos, des présentations sur le site de l'Institut, du GRIP. Et on a donc effectué un travail, on a décomposé, disons, la littérature, parce que c'était un peu compliqué, sur une période de temps assez grande. On a fait donc, comme le montre Matthias, qui est la personne qui a inventé en fait la méthodologie, on a fait d'abord une analyse de ce qu'on a appelé la globalisation au niveau mondial, en distinguant un corpus en anglais, un corpus en français et un corpus en espagnol. Ensuite, on a essayé d'identifier les thèmes sur lesquels le GRIP a mis ses priorités, qui s'expriment par une série de mots-clés. On va voir un petit peu comment on a fait ça. Et donc, on a essayé de voir quelle est la littérature qui est publiée sur ces thèmes-là, sans tenir compte de si c'est GRIP ou pas GRIP, mais c'est les sujets qui nous intéressent, quoi. On a fait ça seulement sur l'anglais et le français, parce que tout simplement il n'y avait pas assez de documents pour pouvoir mener l'analyse comparative avec les documents en espagnol. On a quelques idées dessus, mais voilà. Et dernier niveau, on est allé à un niveau assez fin, dont on parlera probablement demain plutôt, qui consiste à aller voir pour chacun des axes dans lesquels on a un certain nombre de choses assez précises qui ont été envisagées. Quelles sont les productions des labos du GRIP, ou plutôt des labos qui sont dans le périmètre du GRIP, c'est-à-dire dans le périmètre de l'Université de Paris. Donc en gros, quelle est la production de l'Université de Paris sur les thématiques du GRIP? Alors ça, on va le voir probablement demain dans la matinée, mais dans un débat sur les langues, parce que c'est intéressant. On a essayé de faire la comparaison entre l'anglais et le français, et ça donne des choses assez intéressantes. Ici, je voudrais présenter juste le premier niveau, ou les deux premiers niveaux. Donc la méthode mise au point avec Matthias, qui a fait la technique, disons, qui a consisté à faire les interrogations, réunir les documents, que ce soit fait proprement. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Donc, on a défini un certain nombre de mots-clés, simplement en faisant une interrogation tout simple. Le titre contient globalization en anglais, ou globalisation et mondialisation en français, ou globalisation et mondialisation en espagnol. Donc on a pris ce qui est venu, on a regardé les mots-clés qui ressortent comme les plus fréquents, et là on a fait un travail en fait d'analyse avec les chercheurs du GRIP. On leur a demandé, voilà la liste, il y en a 300, 400 mots. Là-dedans, est-ce qu'on peut en choisir, sélectionner? Est-ce qu'il y en a qui sont plus représentatifs que d'autres? Il y en a qui ont très peu de papier, il y en a qui représentent beaucoup de papier, qui ont une grosse fréquence, d'autres moins. Est-ce qu'on prend que les plus fréquents? Est-ce qu'on prend seulement... Et ce travail un petit peu d'analyse par fréquence et en fonction du contenu, du sens
des mots. Et donc un aller-retour, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a nettoyé, on va voir, on fait une première cartographie, on élimine 2-3 erreurs, et puis on recommence. Donc ce processus interactif permet de définir, disons, un corpus de termes significatifs qui, pour nous, sont liés aux termes de globalisation ou mondialisation. Donc, après, on prend le package. Pour l'anglais, on est allé voir dans le Web of Science. Pourquoi le Web of Science? Parce que, justement, sa sélectivité est assez utile pour nous, puisque ça nous permet d'aller voir le circuit, comme disait Fernanda, international, mainstream. Et donc, on fait l'hypothèse que dans ce Web of Science, on a les principales thématiques qui sont les plus couramment étudiées dans les grandes revues de langue anglaise. Ensuite, on fait le même travail en extrayant des publications de la base de données HAL Sciences sociales. Alors, HAL est un repository, donc ça marche pas comme une base de données, mais on peut supposer que, disons, 40% de la production française en sciences sociales, ou peut-être plus, parce que normalement, on a une obligation dans les instituts de recherche de déposer nos papiers dans HAL. Nos institutions elles-mêmes déposent les papiers indépendantes de notre volonté. Donc, on pense que c'est peut-être même plus de 40%. Enfin, mais l'hypothèse des 40%, c'est très élevé parce qu'il y a très, très peu de repositories qui dépassent de toute façon ce pourcentage dans une discipline, quel que soit le pays. Donc HAL est une bonne base de la production française. Pas de la production seulement en français, mais française. Mais comme on fait l'interrogation en français, du coup, on a des papiers en français. Encore que. Et ensuite, on a fait une interrogation dans Cielo, dont a parlé Fernanda tout à l'heure, en faisant, pareil, le même travail avec les mots-clés, l'analyse des mots-clés, etc. Donc, en anglais... la première cartographie dans le Web of Science de 2009 à 2021, ça nous permet de sortir quelque chose comme 35 000 documents. Et on a donc une analyse ensuite qu'on fait par... c'est une statistique basée assez simple, un clustering à partir de la mesure des co-occurrences de mots dans les articles. C'est une méthode assez robuste qui est bien connue des gens qui font de l'analyse des politiques publiques, parce qu'elle est assez utilisée dans les politiques publiques justement pour essayer de traiter dans des grandes bases de données, et elle est de plus en plus utilisée d'ailleurs dans les brevets parce qu'on a des vocabulaires qui sont contrôlés. En l'occurrence, nous, on a contrôlé notre vocabulaire, donc on est à peu près sûr que ce corpus-là, il est peut-être pas exhaustif, mais il est extrêmement représentatif de ce qui se publie. Et là, il est très intéressant de voir les grands paquets. Alors, j'ai malheureusement bêtement fait que des photos globales du truc, alors on voit que dalle, bien sûr. Donc, mais il est intéressant que plus les mots sont denses, donc plus cette densité est importante, plus la thématique fait consensus, disons, est importante, et plus les liens et plus les paquets, les ensembles de mots sont éloignés, et moins il y a moins de connexion du coup, et il y a moins de centralité dans la thématique qui sont développées dans cet ensemble-là. Donc on a là 3 thématiques en fait très fortement liées à ce que nous n'étudions pas au GRIP. C'est-à-dire, en fait, en gros, le commerce international, les relations internationales, les processus d'intégration économique. On trouve dans le package C1 qui est sur le côté... je ne vois jamais le truc là. J'ai trop de reflets dans les yeux, excusez-moi. Oui, c'est le paquet du haut, là, tout en haut à gauche, là. C'est International Trade and Foreign Trade. Donc, tout ce qui concerne le commerce international, on voit le mot de l'OMS là-dessus apparaître. Donc, on a tous les phénomènes d'intégration économique, la mise en place, l'analyse de la gouvernance mondiale et de la gouvernance européenne. On voit les institutions européennes qui apparaissent dans les mots-clés là-haut. Ensuite, on a l'ouverture du commerce, les impacts positifs ou considérés comme les plus positifs dans le C2, qui est sur la gauche toujours. En dessous, on a l'intégration, on a les circulations et la financiarisation et tous les phénomènes de mondialisation financière. Donc, tout cet ensemble, c'est vraiment, on va dire, le mainstream. C'est là que se trouve le maximum d'articles et le maximum de production. Sur le côté droit, en bas notamment,
On a plutôt une analyse de la gouvernance globale avec les effets négatifs qui sont plutôt examinés, et surtout les questions de santé publique, les questions de droits de l'homme, le système éducatif, l'enseignement supérieur, qui est le paquet bleu, là, tout à fait en bas à droite. Et on a d'ailleurs les langues étrangères qui apparaissent. Le nom de l'Angleterre, Great Britain, apparaît là, par exemple, parce que c'est lié à la formation dans les universités en Angleterre, dans la langue. On voit aussi très bizarrement Hong Kong, qui est dans ce package-là. Ça doit être probablement qu'il y a des exemples qui sont choisis, des travaux qui sont menés sur Hong Kong ou avec Hong Kong. Et tout à fait à droite, on voit les pays asiatiques, tous les pays asiatiques du sud-est asiatique qui sont mentionnés, le Vietnam, la Corée, etc. Et c'est très intéressant parce que c'est des acteurs tout seuls, sans processus, ils apparaissent comme tous connectés ensemble. C'est les exemples, en fait, qui sont montrés dans la littérature de tous ces phénomènes. Donc on est dans quelque chose de très standard. On voit la connexion entre, au milieu, là, un petit paquet qui est très central dans le dessin, c'est sciences et technologies et développement rapide. Il est en fait connecté au package du dessous qui est sur l'enseignement supérieur et sur l'éducation. Et ces thématiques sont en fait assez opposées à celles qui travaillent sur l'aspect économique de la mondialisation. Comme s'il y avait une vraie ligne de rupture entre ce qui traite, disons, des aspects culturels, mais même politiques au niveau international, et ce qui traite des aspects économiques. Ensuite, on a fait la même chose donc avec HAL. Alors, HAL nous donne un nombre beaucoup plus élevé de documents, si mes souvenirs sont bons, mais j'ai oublié le... On a à peu près le même nombre de mots. On a 220 mots, je crois, dans ce vocabulaire. Dans celui d'avant, on avait 230. On avait probablement 90 000 articles et références, alors qu'on n'en avait que 30 000 hein, dans le cas de Web of Science. Donc, c'est vraiment la production française sur la mondialisation. Et de ce point de vue, c'est très intéressant de voir. D'abord, il y a une coupure très nette entre le haut et le bas. Là, c'est en fait ce qui est historique et ce qui est local. En gros, les deux oppositions, c'est l'analyse. Bon, il y a bien sûr les thématiques qu'on retrouve aussi sur la littérature en anglais, mais ce qui est dominant, c'est quand même soit une analyse, des analyses qui concernent par exemple l'enseignement supérieur et la formation en lien avec le territoire, en lien avec les politiques territoriales, en lien avec le local, et aussi en lien avec des travaux sur le monde rural, par exemple, sur l'agroécologie. Donc on a aussi les thématiques qui sont liées à l'environnement qui apparaissent, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'autre carte, bizarrement. On trouve dans le paquet en bas, c'est tout ce qui concerne l'aspect historique. Alors, histoire culturelle, histoire de la littérature, des travaux de manière générale